Bonjour à tous. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire une petite introduction. Pour ceux qui sont là à 14h et qui ont eu la première version de l'introduction, voilà, vous m'excuserez. J'essaierai d'être un peu plus rapide. Donc merci d'être venu à cette table ronde sur le financement des startups cyber en France. Donc je suis Emmanuel Gras, fondateur de la société Alcide. Et donc je suis avec 3 intervenants de grande qualité. Et juste avant de les présenter pour que vous puissiez découvrir qui est Sébastien, Patrick et Jonathan, je voulais donner quelques petits chiffres. Je pourrais faire un quiz chiffres du coup pour ceux qui ont assisté à la première version, mais sur 3 catégories: les introductions en bourse, les acquisitions et les levées de fonds. Introduction en bourse, du coup, que je trouve phare, c'est celle de CrowdStrike, plutôt cette année, qui, la dernière fois que j'ai vérifié, était cotée à 19 milliards de dollars pour un revenu de 250 millions de dollars, donc ce qui fait un multiple de 76, ce qui est à peu près du jamais vu. Quand on parle d'acquisition aussi, quand on arrive à avoir des chiffres, on voit aussi des montants assez importants. Palo Alto qui rachète Demisto, une solution d'orchestration pour 460 millions de dollars. VMware qui rachète Carbon Black pour 2 milliards 1. Broadcom qui rachète Symantec pour quasiment 11 milliards de dollars. On est sur des montants impressionnants, et ça se retrouve aussi dans le domaine des levées de fonds privés. Alors avec on va dire une domination, une prépondérance des startups israéliennes ou américaines. Vectra qui vient de lever en juin dernier 11 millions de dollars. Snyk, une startup israélienne d'analyse de code source qui a levé 70 millions de dollars. Tessian, une solution de sécurité mail britannique qui a levé 40 millions de dollars. Et très modestement, Alcide, petite start-up française qui a levé 15 millions de dollars en juin dernier. Donc on est sur des montants assez importants, et le but de cette table ronde sera de démystifier un petit peu. On gardera du temps à la fin pour vous puissiez poser vos questions à nos intervenants que je vais vous présenter. Donc en commençant par Sébastien Montuscla de la BPI. Et pour faire cette présentation de façon un peu interactive, je reposerai à tous les trois mêmes questions. Donc Sébastien, pour commencer, à quelle occasion as-tu commencé à te... Là, on est encore sur la partie qu'on a fait sur le premier lancement de cette table ronde. Donc c'est pour ça, ne nous en voulez pas si on redit exactement ce qu'on vient de dire il y a 15 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a le temps à en jouer. Mais est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as commencé à t'intéresser au financement de la cyber ? Merci. Donc Sébastien Montuscla, donc la direction de l'expertise d'innovation. Et donc contrairement effectivement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas financier à la base. Donc la cyber, c'était un petit peu au démarrage donc à l'INP Grenoble, donc lors de ma formation. Après, je fais une petite pause et puis après, je suis revenu donc au sein de BPI au suivi du plan de la Nouvelle France industrielle sur la cybersécurité qui était piloté par l'ANSSI en 2013. Voilà. Et depuis, à fond dans cet écosystème. 3 mots pour qualifier l'écosystème startup cyber français. Donc le premier, je l'ai déjà dit, donc forcément hétérogène, parce qu'il y a des startups effectivement. Alors il y en a, ils ont bien compris le start, et puis après c'est flat. Après il y a des startups, et puis après il y a des start entre guillemets double up. Donc ça évidemment c'est ce qui nous intéresse. En accélération, parce que du coup c'est tout en train de se construire, donc on est en plein dans cette dynamique, donc ça c'est hyper intéressant. Et effectivement ce que je disais tout à l'heure, effectivement le côté français, effectivement un peu trop français dans l'ambition. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je le caractériserais. Et finalement, question un petit peu provocatrice, est-ce que tu comprends quelque chose à la cyber ? Donc effectivement, ça c'est le petit sujet. Donc évidemment, moi j'ai un regard sur l'écosystème, donc technico-économique, oui ça c'est clair. Après évidemment, je suis pas expert sur tous les sujets et certainement pas, hélas, pas expert sur les futures menaces. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui serait effectivement très appréciable. Merci, on va passer à l'intervenant suivant, donc Patrick Ragaru, Business Angel, et que vous connaissez peut-être pour les anciens du milieu comme ancien CTO de Lexi, puis Orange Cyberdéfense. Alors Patrick, est-ce que tu peux me dire à quelle occasion tu as commencé à t'intéresser à la cyber et au financement de startups cyber ? Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à la cyber, ça s'appelait la sécurité informatique, c'était au siècle dernier. Donc j'ai eu un parcours d'ingénieur informaticien et j'ai tout de suite plongé dans l'entrepreneuriat et dans la cyber dès la sortie de mon parcours d'ingénieur, fin des années 90. Et puis ensuite ça a accompagné toute ma carrière au travers de projets entrepreneuriaux ou moins entrepreneuriaux dans la cyber. 3 mots pour qualifier l'écosystème ?
Sébastien m'a pris une partie de ce que je voulais dire, mais je dirais en construction, hein, qui est un écosystème qui cherche encore ses codes en France, ses repères, les modes de financement, on va en parler. Et puis, je dirais encore fragile. Il y a beaucoup, surtout pour les startups. On voit qu'il y a du mal à se consolider. Et puis, j'avais envie de ressouligner aussi le côté un peu français. Mais voilà, par rapport à d'autres zones, d'autres pays. Merci Patrick. Et dernier intervenant, Jonathan Usorovici, membre du fonds d'investissement ID Invest. Jonathan, même question. À quelle occasion tu as commencé à t'intéresser au financement de la cyber, au financement et à la cyber en France ? Alors moi, ça date du 21e siècle, du coup. Donc je travaille dans un fonds d'investissement qui s'appelle ID Invest Partners. Donc on est aujourd'hui le plus gros fonds de capital risque basé en France. On investit entre 200 et 300 millions d'euros par an sur tout secteur, tout type de secteur et partout en Europe. Et on est le fonds qui a investi au tout début dans des boîtes comme Criteo ou Talend, qui ont tous les deux fait leur introduction en bourse au Nasdaq. Donc notre métier, c'est d'investir au tout début et d'accompagner les boîtes vraiment dans la durée jusqu'à une acquisition ou jusqu'à une introduction en bourse. Donc là, c'était la petite mise en contexte. Pour la cyber, du coup, on a vu une opportunité sur les dernières années d'investir en cybersécurité parce qu'il y a des opportunités massives, tu l'as dit au début, avec des super exits, des super introductions en bourse, donc des modèles économiques qui sont très intéressants pour un fonds comme nous, avec des très très gros exits potentiels, et donc on regarde énormément depuis 3 ans de manière très active. 3 mots pour qualifier notre bon écosystème français. Le 3e mot sera peut-être français. Alors, on m'a appris aussi quelques mots, mais du coup, je vais changer. Le premier, je dirais, ça reste un écosystème qui est petit. Mais ce qu'on voit en termes de financement, en tout cas, c'est que c'est un écosystème qui est en très forte accélération et qui est très prometteur. Donc, il commence à faire ses preuves à l'international. On entend des bonnes choses sur l'écosystème cyber français. Donc, c'est très prometteur. Est-ce que tu comprends quelque chose à la cyber ? Alors je pense que je comprends beaucoup moins que beaucoup de gens dans cette salle. L'opportunité quand on est VC, donc quand on fait mon métier, c'est qu'on a l'occasion, on a la chance d'avoir accès tout au long de l'année à des entrepreneurs exceptionnels, des ingénieurs exceptionnels qui montent des boîtes tech très pointues sur les dernières tendances, et donc j'ai accès via mon métier à des centaines de dossiers tous les ans sur les dernières tendances, les dernières technos, les derniers marchés, et donc c'est l'angle qu'on prend pour s'y connaître le plus possible. D'accord, merci. Alors, je voulais commencer par, comme première question et point pour recueillir votre avis, autour des spécificités du financement de startups cyber par rapport à d'autres startups, des startups consumer ou des startups tech en dehors du domaine cybersécurité ou sécurité informatique. Et finalement, vous posez la question, voilà, est-ce que la cybersécurité, c'est un secteur qui est plein de hype, qui est extrêmement populaire et donc qui est peut-être un petit peu surenflé, ou est-ce que c'est pestiféré, est-ce que c'est sexy ? Voilà, quelle est la spécificité du milieu cyber par rapport à d'autres secteurs ? Peut-être pour commencer, Jonathan, vu que tu as le micro. Alors quand j'ai commencé le venture il y a 5 ans, la cyber, on n'en parlait pas beaucoup. Il y avait quasiment 0 € d'investissement, en tout cas en France, en cybersécurité. C'était vraiment proche du néant. Aujourd'hui, ça a pas mal explosé. Et donc on est plus, la cyber, ça devient quelque chose de très hype, très sexy, mais sur des fondamentaux qui nous paraissent sains. Pourquoi ? Parce que on a des cyberattaques de plus en plus importantes qui coûtent de plus en plus cher à nos boîtes, à nos entreprises, et donc il y a des budgets qui s'ouvrent énormément chez les corporates, même chez les startups, chez les entreprises de manière générale, et ces budgets permettent aussi de tester des nouvelles solutions, des nouvelles technos qui viennent adresser des vrais problèmes qui commencent à coûter cher, et donc ça permet de laisser place à des super talents qui montent des super boîtes qui peuvent être très grosses et générer du revenu. Et donc ça laisse une opportunité pour nous en ce moment, et c'est pour ça qu'on le sent, et qu'il y a une vraie hype autour des financements sur les startups cyber. Alors que ça a toujours été vrai pour le B2C ou le SaaS. De notre côté, on est à côté BPI France. De toute façon, que ce soit hype ou pas hype, sur l'innovation, on intervient. Ça, c'est clair. Sinon, on ne pourrait pas effectivement accompagner les nouvelles vagues. En revanche, effectivement, le caractère un peu hype du cyber, en ce moment, on le voit. Peut-être un petit point d'attention sur le secteur, c'est tous les aspects RH.
effectivement, ressources personnelles. Et là, effectivement, nous, on commence à voir effectivement de l'emballement, entre guillemets, dans les frais ressources RH dans nos projets. Donc, effectivement, c'est jamais bon quand il y a des sujets comme ça de friction, que ce soit de l'approvisionnement de certaines matières, voilà, que ce soit là dans ce sujet en termes de compétences RH. Donc, voilà, un petit point à surveiller en tous les cas sur ce secteur. Peut-être Patrick, je sais que tu as fait quelques due diligence pour des fonds d'investissement sur le volet cyber. Voilà, est-ce qu'il te pose des questions particulières? Pourquoi il s'y intéresse? Alors les questions qu'ils me posent, c'est pas d'aller regarder le bilan, hein, je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais il y a un vrai sujet, peut-être qui est une spécificité de la cyber, c'est le volet technologique qui sous-tend ce marché. En gros, la grande majorité des startups reposent sur des socles techno, et donc il y a une vraie complexité à comprendre cette technologie, le marché associé, le marché qui est pas bien non plus très codifié, très détouré, donc il y a une complexité à comprendre, notamment en phase d'amorçage pour des VC. La technologie, l'associer à un marché, est-ce que ça peut scaler, est-ce que la technologie peut être portée à l'étranger, à quel segment de marché ça s'adresse. Donc c'est plus des questions comment comprendre la technologie, la complexité de cette technologie et comment on peut la faire passer dans des tamis, dans des abacs financiers. Donc en tout cas, il y a une notion technologique et d'innovation dans la cyber, ça c'est évident. Mais du coup, est-ce que les fonds d'investissement, ils investissent dans la cyber parce qu'ils y croient et ils pensent que c'est bien, ou parce que d'un point de vue diversification, de toute façon, il faut une startup B2B, une startup marketplace et une startup cyber, et du coup, c'est une ligne qu'il faut... on est un fonds d'investissement, il faut un investissement cyber, sinon on n'est pas complètement hedgé par rapport à tout le marché de l'innovation. Moi, je suis pas un fonds d'investissement, mais c'est sûr qu'il y a un vrai effet de mode, hein, ça c'est clair. Un fonds d'investissement qui n'a pas sa ligne cyber, je pense qu'il peut penser qu'il a raté quelque chose. Donc ça, c'est un effet de mode, ça c'est clair. Pour le reste, peut-être, Jonathan, tu peux peut-être en dire plus que moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Je pense qu'on n'investit pas dans la cyber juste parce que c'est de la cyber. Nous, notre métier, c'est d'essayer de détecter au tout début des entreprises qui se placent sur des marchés en très très forte croissance. Sur les marchés en très forte croissance, il y a toujours plus de technologie, plus de disruption. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que la cyber, c'est un marché en très très forte croissance. Donc il y a des opportunités d'investissement pour nous et on n'investit pas pour faire bien ou pour faire joli ou pour faire plaisir à nos investisseurs, parce qu'on en a aussi qui sont des très grandes sociétés de cybersécurité dans le monde, mais parce qu'on y voit vraiment une opportunité pour créer de la valeur. Et donc une fois que vous avez identifié la cybersécurité comme une opportunité, donc vous analysez des dossiers, vous analysez le marché. Je pense que la BPI et ID Invest ont fait le petit tour du Startup Corner pour un peu faire leur course et identifier d'éventuellement bons dossiers. Qu'est-ce qui fait qu'une startup cyber est finançable en fait? Qu'est-ce que vous regardez? Comment vous allez faire votre décision d'investissement? Comment vous allez vous faire votre conviction? Peut-être, alors, commençons par la BPI, on aura la vision un peu publique et puis la vision très privée des fonds d'investissement. Comment tu décides d'investir dans une startup? On a deux grands sujets. On a effectivement le récurrent, donc ce que vous connaissez effectivement dans nos directions régionales. Et là, c'est avant tout la crédibilité. Donc, c'est pas vraiment des choses qui sont différentes des autres dossiers. C'est la crédibilité de l'équipe, effectivement, sur chaque axe, hein, techno, marché, finance, IP, management. Et sur l'aspect innovation, effectivement, la prise de risque sur le dossier qui est proposé. Ça, effectivement, c'est ce qui va rentrer évidemment en compte. Et après, derrière, sinon, sur ce qui est finançable, donc en national, on a aussi différents appels à projets. Et là, BPI, on n'est plus seul, on est dans des comités de pilotage où là, on fait appel à l'ANSSI, au ministère concerné, à des personnalités qualifiées, experts externes, donc effectivement. Et là, ça permet effectivement de repositionner chaque projet dans son bon environnement technico-économique, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout connaître. Voilà. Donc c'est plutôt ce caractère, entre guillemets, de crédibilité, et puis aussi, quelque part, l'entourage de l'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on donne du fuel aux entreprises avec des fonds,
Mais BPI, maintenant, on est bien au-delà, on est aussi dans l'accompagnement. Donc hier, on avait notre petit événement Big. Bon, désolé, vous êtes aux assises, vous n'étiez pas à Big, vous avez manqué quelque chose. Mais en tous les cas, sur l'aspect networking et puis surtout tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs, c'est vraiment l'axe de l'année, vraiment voulu par Nicolas Dufourc, notre DG, pour justement plus que l'entrepreneur soit seul. Donc dans l'analyse des dossiers, un entrepreneur qui vient, qui sait bien se positionner dans son écosystème, qui fait appel aux bonnes ressources, aux bons experts, évidemment, ça permet de crédibiliser tout ça, à la fois en tech et à la fois en éco. Nous, si je devais résumer rapidement le framework, la manière dont on évalue un dossier, une opportunité d'investissement, il va y avoir 4 grands pans, que ce soit de la cyber ou autre chose. Après, je ferai le focus un peu plus sur la cyber. Le premier pan qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle la team, donc l'équipe, mais pas seulement sur le papier, parce qu'il va y avoir la qualification, le parcours académique, les achievements avant d'avoir monté cette boîte, mais aussi la capacité à monter une entreprise saine, à attirer des talents de grande qualité, à les retenir et à les former. Donc ça va être la première partie. La deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle le marché, donc qui va recouvrir plusieurs dimensions, donc le TAM, le marché adressable, la compétition, la dynamique de marché, etc. La troisième partie, ça va être le produit et la tech. Je reviendrai un peu sur ça parce que c'est intéressant quand on parle de cyber. Et le quatrième point, c'est la traction. Donc tout ce qui va toucher aux chiffres, donc pourquoi il y a de l'attraction, pourquoi il y a de l'intérêt pour ce produit, pourquoi les chiffres montent, pourquoi il y a des contrats qui sont signés, etc. Ce qui est intéressant en cyber, quand on analyse, tu posais la question, qu'est-ce qu'un dossier finançable en cyber ? En fait, sur les dernières années, on a vu énormément de dossiers qui devenaient souvent des agences de consulting. Et donc, où il y avait un produit qui était pas très scalable, qui était mis sur le marché, et puis la start-up devenait souvent une agence de consulting à faire du service pour des grandes entreprises, et donc utiliser tous ces salariés pour faire ce service. Ce qui ne les permettait pas de s'étendre à l'international, de s'étendre rapidement même en France, et de signer plus de contrats. Et là, ce qu'on voit sur les derniers mois, et c'est ça qui est intéressant, c'est quoi une startup finançable ? C'est une startup qui a un vrai produit, qui n'est pas trop intrusif, qui peut très vite se plugger à des écosystèmes et aller très vite sur le marché, et donc scaler partout. Ouais, l'intérêt d'ailleurs donc du produit par rapport au service, c'est d'aller chercher cette accélération et cet effet réseau qui est difficile à faire à partir de quand on doit recruter plus de personnes pour faire plus de business. Patrick, de l'aspect technique, en tout cas dans l'importance de l'analyse du dossier, est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes, et à quel point c'est crucial par rapport aux autres critères? Notez comme les VC sont bien organisés, hein, c'était team, tech, TAM et traction, c'est les 4 T. Voilà, ils aiment bien les choses faciles à retenir. Pour revenir sur le volet tech, est-ce que c'est quelque chose aussi dans lequel on te demande de rentrer, et à quel point c'est important? Oui, alors moi, on me sollicite essentiellement pour soulever un peu le capot, mais comme je le disais, c'est surtout pour mettre en perspective ce qu'il y a sous le capot, avec un marché, une traction. C'est pas forcément pour regarder si le bit de droite il se lève comme il faut. C'est plutôt de dire, est-ce que le modèle économique colle à la technologie, est-ce que la technologie est scalable, est-ce qu'elle est reproductible. On parle vraiment d'une start-up, il faut bien se dissocier. Une start-up, ça va pouvoir scaler, c'est à peu près ça le critère. Donc la technologie, c'est une chose. Après, me concernant moi, puisque modestement, je suis aussi un peu investisseur, quand on parle de l'amorçage, voire de près au début de la vie d'une entreprise, là c'est plus compliqué probablement pour les VC. Il n'y a pas forcément de clients. Il y a le marché, la société, elle se cherche. Et là, c'est aussi le coup de cœur, je crois. Le coup de cœur face à l'équipe dirigeante. Je pense que c'est, pour un business angel en tout cas, c'est un élément clé. L'équipe et le coup de cœur. Et je pense que ça doit être réciproque, et j'imagine, en tout cas entre un business angel et une start-up, et probablement aussi un peu avec un fonds. Intéressant. Et pour revenir justement sur cet aspect croissance, et aller chercher des histoires un peu incroyables qui passent à l'échelle, je voulais, et aussi pour revenir à ce mot que vous avez utilisé au début pour qualifier l'écosystème français, faire un tour des stands aux assises dans les entreprises qui font du produit, de la techno. Des éditeurs français, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, merci Exatrust, mais on est sur un marché qui est globalement dominé par des grands éditeurs américains, israéliens, britanniques. Et donc du coup,
ma question, c'est est-ce que en fait, en France, et même on peut l'étendre à l'Europe, est-ce qu'on est capable de créer des entreprises avec cette crédibilité et cette taille et cette puissance pour aller rivaliser avec nos chers amis américains, anglais, israéliens. Est-ce que comment ça se fait en tout cas qu'à l'échelon international, j'ai l'impression qu'on n'existe pas encore assez. Peut-être la vue de la BPI là-dessus, Sébastien, est-ce qu'on y arrivera? L'écosystème, il est en accélération, en cours de création, et en fait, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, entre guillemets, un diagnostic, on investit finalement très peu et on a très peu de création, on passe directement côté leader. Il y a de plus en plus de moyens, ça c'est sûr. Et franchement, honnêtement, aujourd'hui, avec les outils à disposition, on est quand même un formidable pays pour créer, entre guillemets, des startups, et notamment des startups tech. Parce qu'aujourd'hui, on a au sein de chez nous un grand programme autour de la deep tech. Et donc ça rejoint un petit peu ce que disait Patrick tout à l'heure et Jonathan. Il faut avoir effectivement non seulement des entreprises de produits, ça c'est clair, pour avoir une différenciation et très claire par rapport à son marché, à ses concurrents. Et tout ça, avec toutes ces dynamiques, on est en train effectivement depuis 4-5 ans de voir pas mal d'évolutions sur ce secteur, notamment aussi côté entrepreneur. C'est-à-dire qu'au départ, on avait beaucoup de primos, mais là, avec les sorties qu'on vient de mentionner, forcément, ces entrepreneurs, du coup, reviennent avec de nouvelles idées. Ils maîtrisent plus ce couplage entre le produit tech et le marché. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles équipes qui arrivent, qui déroulent de nouvelles approches. Et quand on va mixer effectivement un nombre élevé de ces entre guillemets, nouveaux entrepreneurs 2.0 sur la cyber, avec les moyens en place pour les accompagner en création, en pré-amorçage, avec tous les fonds effectivement qui sont mis à disposition, ça va faire grossir le pipe initial de start-up, parce qu'il est bien évident que, comme on le disait, on a des start-up, alors après quelle est la définition? Si on a des entreprises, pas grand nombre d'employés, mais un petit peu vieillissantes, est-ce que ça s'appelle encore une start-up? Donc, voilà. Et donc, en gros, c'est avoir un pipe d'entreprise, de création d'entreprise, en lien avec la recherche académique pour aller chercher de l'IP, des savoir-faire, et après couplé avec effectivement ces serial entrepreneurs, ces accompagnants qui vont justement apporter ce faire savoir. Voilà, ce mix, quand on va le faire, au lieu de le faire 10 fois par an, si on le fait 100 fois par an, il faut juste regarder un petit peu en Israël ce qu'ils font, le volume. Là, ils sont à plus de 300 startups, je crois que c'est plus de 50 annuels créés. Forcément, quand on a un gros pipe initial d'idées, d'idéation, après les entreprises se créent derrière, ça fait un choix. Et forcément, après, c'est les statistiques qui jouent. Plus on crée effectivement de cette valeur, plus on a des couples techno-marchés qui vont fonctionner, plus on aura de réussite. Et plus on aura de réussite, plus on aura d'investisseurs. Alors, au grand âme de certains qui diront, oui, effectivement, on a des investisseurs étrangers qui viennent, mais au contraire, good news. J'ai envie de dire que ça donne du fuel à nos entreprises. Et nous-mêmes, allons chercher effectivement ces fonds à l'étranger. Donc, voyons toutes ces exits comme des vraies réussites. Et ça va muscler effectivement toute la chaîne. Et on espère bien, dans les prochaines années, avec tout ce qu'on fait actuellement sur la cyber, avoir justement cette... est-ce que c'est 50 startups annuelles qu'il faut créer, 100 startups annuelles qu'il faut créer, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est bien quand on aura cette dynamique avec ces vraies entreprises jeunes, avec de l'IP, de la deep tech, des technologies en rupture, là oui, on va vraiment construire quelque chose de formidable. Tu as bien expliqué les conditions initiales. Il faut créer, c'est comme un pipe, il faut en mettre beaucoup au début pour qu'il en sorte un petit peu à la fin. Ouais. On commence à avoir des bonnes conditions initiales. Maintenant, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut tout du long pour aller aussi haut? Quand est-ce qu'on aura un CrowdStrike français pour aller à ce niveau-là? Et Jonathan, peut-être, quel est ton avis? Au-delà du vivier, comment on grandit? Donc pour répondre à ta question initiale, c'est va-t-on y arriver? Oui, on va y arriver. Donc ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on commence en effet par la base, qui est aussi un rôle
public/sociétal qui est le vivier de talent. Donc il y a un vivier de talent qui développe des technos, où l'entrepreneuriat est prôné, donc on va monter des startups, etc. Puis après, donc ça c'est un peu tout ce que tu as couvert qui était intéressant. Puis après, il va y avoir le long de la chaîne de valeur, donc la suite. Ça passe par le financement, évidemment, donc les acteurs privés comme nous. Nous, on finance des startups pas dans un rôle public ou pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que justement, on est là pour créer des belles et longues histoires et pour que les startups ne se vendent pas trop vite. Parce qu'on a des startups en fait qui se développent très bien, mais qui n'avaient pas forcément accès à énormément de capital et qui vont se faire poacher, qui vont se faire, donc comment dire en français, qui vont se faire attraper par des plus gros éditeurs ou manger. Et donc nous, notre rôle en tant qu'investisseur, c'est aussi de permettre à ces startups de se développer et de grandir dans cet écosystème. Et donc du coup, en effet, bon, il faut donner des moyens. Et juste, donc, excuse-moi, juste pour compléter, il y a un troisième rôle aussi en tant qu'entreprise, et donc je le dis en tant que salarié d'entreprise, mais aussi pour toutes les autres entreprises, c'est à nous aussi d'utiliser ces budgets et ces problèmes qu'on peut avoir en interne pour utiliser des solutions comme Altid ou d'autres, qui sont des solutions tech françaises et qu'on peut promouvoir également. Et pour revenir, en effet, il faut avoir accès à du capital pour pouvoir se développer. On va dire qu'aux États-Unis, ils en ont peut-être plus des plus gros fonds. Maintenant, si on regarde Israël, qui a une population plus petite que la nôtre, qui a un marché naturel même plus petit que la France, pourquoi ils arrivent à faire des champions cyber? Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, en fait? Et est-ce qu'on pourrait faire pareil? Moi, je vais te répondre parce que j'ai discuté ce matin avec une start-up israélienne. Enfin, je vais te répondre, en tout cas en partie. Il y a un vrai sujet culturel, ça c'est évident. Comparé Israël, premièrement, il y a un marché intérieur que n'a pas l'Israël, et donc les start-upers, ils vont se projeter à l'international tout de suite, voire même, pourquoi je discutais ce matin avec un start-upper, il m'a dit, moi, je veux pas un dollar de chiffre d'affaires en Israël, je vais tout de suite, dès que je démarre, mon go-to-market à l'étranger. C'est absolument pas du tout dans la mentalité française. Et du coup, je pense que c'est un vrai sujet de pouvoir se projeter à l'international très rapidement. Et donc, il y a un petit côté culturel d'accès au marché. Après, le marché israélien, c'est celui des USA. Donc voilà, nous, on a un marché, on a à la fois l'avantage et l'inconvénient de notre marché intérieur. Il est suffisant pour commencer à se développer, pas suffisant pour une start-up pour devenir une licorne. C'est un peu la malédiction d'avoir un bon marché naturel qui est assez bon pour nous permettre de vivre, mais qui est pas assez grand enfin, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, mais qui est pas assez mauvais pour nous pousser à sortir. Et on en revient peut-être aussi à l'aspect culturel. Alors, sur l'aspect. Je modulerais quand même ça parce que en fait, c'est la vision et la stratégie initiale de l'entrepreneur qui compte. On peut très bien faire de très belles petites entreprises. Mais à ce moment-là, voilà, on est sur un marché peut-être souveraineté française, avec des super clients bien identifiés. Et c'est ça la vie de l'entreprise voulue par l'entrepreneur. Et là, RAS, il fait un super business. Donc ça, c'est très bien, c'est une voie. Mais après, derrière, il ne va pas falloir vouloir faire comme les autres côté levé. Je me retourne de côté Jonathan. Faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire que soit on vise un marché bien périmétré, et donc effectivement ça va rester une petite société très belle et très sympathique. Mais par contre, si derrière c'est pas ça dès le départ, et dès le départ on veut un produit scalable, on veut être aller à l'étranger, on est ambitieux et on veut faire une super société, on veut devenir, on veut passer les 50, on veut passer les 250 personnes, et on veut vraiment faire ça. Du coup, ce qu'il va falloir mettre en place comme étape intermédiaire pour venir nous voir et puis venir voir les investisseurs en termes de KPI et autres, l'histoire va être complètement différente. Et la notion de start-up, en termes de dynamisme, elle sera mais alors complètement différente. Et c'est vrai que ce matin, j'ai vu deux entreprises, et une qui se cherchait encore un petit peu, et avec cette vision, là je suis à 80% des perfs techniques, mais de toute façon, faut que je continue, il faut que j'atteigne les 100%. Je dis, ouais, mais le temps tourne, donc si tu veux faire quelque chose à l'international, il ne faut pas mettre 6 ans ou 7 ans pour faire mieux commencer par un MVP, et puis après on verra les fonctionnalités avec les clients.
Voilà. Ouais, après, il y avait d'autres exemples, mais en tous les cas, c'est à la création de la boîte. C'est pour ça que dès le démarrage, en création, d'avoir toute cette expérience un petit peu à disposition. Maintenant, on l'a n'importe où sur le territoire, d'aller voir les bonnes personnes et bâtir une vraie stratégie selon la volonté de l'équipe initiale. On peut faire une super société dans un petit périmètre et on peut faire aussi quelque chose de beaucoup plus grand. Mais voilà, c'est juste ça, la modulation sur l'un n'est pas forcément mauvais par rapport à l'autre qui serait bon, quoi. Si on n'a pas de CrowdStrike français, c'est un peu notre faute du coup finalement, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux. Mais quand même, si on veut essayer d'y arriver, tu voulais intervenir sur ce... Non, mais CrowdStrike, c'est aussi un bon exemple pour démontrer ce qu'on n'arrive pas aussi à faire. Moi, j'ai suivi le développement de CrowdStrike depuis le début. Aucune structure, aucune start-up française n'est capable de mettre autant de moyens dans la communication, le marketing et la techno à la fois que ce qu'ils ont fait. Si vous suivez le parcours de cette magnifique start-up, qui a un fondement technologique fort, c'était aussi le modèle de marketing parfait, donc, et de communication. Peut-être aussi on a un petit syndrome du Concorde en France, et je pense qu'il faut qu'on se soigne à ce niveau-là. C'est un peu, enfin, je te rejoins sur la vie, mais c'est vrai que c'est un peu du coup paradoxal de se dire pour faire réussir les technologies, il faut investir dans quelque chose qui, en tant qu'ingénieur, le marketing, c'est sale, ça sert à rien, c'est de l'argent dépensé pour rien, mais c'est peut-être aussi une des façons d'arriver à faire ces géants. Et peut-être en guise de conclusion, j'aurais envie de finir un petit peu sur un espèce d'appel. Si on veut quand même y arriver, qu'est-ce que nous, écosystème, et dedans je mets les éditeurs, les partenaires, les fonds d'investissement, les pouvoirs publics et les corporates, qu'est-ce que nous, collectivement, qu'est-ce qu'on devrait se demander à chacun de faire si on se fixe pour objectif de créer ce genre de société? Qu'est-ce que je dois te demander, Jonathan, pour qu'on y arrive? Déjà, fixer l'objectif, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup fait, tout simplement parce qu'en France, on n'a pas vu énormément de startups arriver au niveau auquel sont certaines startups aujourd'hui. Donc là, cette année, entre l'année dernière et cette année, on a vu 4 startups, il me semble, lever plus de 10 millions de dollars en France. C'est une première. Il y a 4 ans, 5 ans, il y en avait zéro. On voyait des petites levées de 1 million par-ci par-là, puis on n'entendait plus trop parler. Donc voilà, c'est la première étape. Quand on lève 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, on se demande comment on peut devenir CrowdStrike et être très gros, parce qu'on ne lève pas cet argent pour ne rien en faire ou ne rien devenir. Et déjà, c'est le premier étage de la fusée. Donc après, j'ai évoqué un peu ces sujets tout à l'heure, mais nous, il faut qu'en tant que fonds d'investissement, je laisserai les autres parler pour eux-mêmes, mais en tant que fonds, on prévoit d'investir massivement et d'investir beaucoup plus en cyber. Le gouvernement a annoncé un très très gros investissement dans ce qu'on appelle le growth capital, donc dans les phases d'investissement des startups qui sont en scale-up. Donc il y a 5 milliards qui vont être déployés sur les années à venir, ce que Macron a annoncé il y a 1 ou 2 semaines. De cette poche des 5 milliards, il va y avoir une allocation, j'espère, en cyber. Et nous, en tout cas, on fera tout pour soutenir les grands succès cyber pour devenir des très très grosses sociétés et faire rayonner la France à l'international. Moi, je vais revenir à la base. Je pense que, au-delà du financement par des structures privées, des business angels, je pense que les clients, les donneurs d'ordre sont aussi au cœur de la réussite d'une startup. On parlait de comment un VC analyse une société. Voir un RSSI se battre pour avoir un petit budget, payer un POC, avoir un POC et être soutenu par un RSSI dans une boîte du CAC 40, ça a une valeur extraordinaire, à la fois pour le VC, à la fois pour la confiance de l'entrepreneur, à la fois pour les finances. Donc je pense qu'il faut aussi soutenir quand on pense avoir la pépite sous la main, soutenir nos startups. Et ça, je m'adresse aux donneurs d'ordre, aux commanditaires, aux acheteurs. Voilà. Donc c'est un élément important en tout cas, surtout au démarrage des jeunes pousses, comme on dit. Si on part du principe que c'est un écosystème qui accélère et qui est en cours de création, de consolidation plutôt, il faut aussi soutenir un peu toute initiative. Là récemment, on a eu la création du fonds Brienne 3,
fonds d'investissement, effectivement, avec une ligne cyber. Donc ça, c'est très bien. Il a mis un petit peu de temps à venir, mais ça, vous êtes connaisseur de ce sujet-là. Donc, mais voilà, il est là. Donc ça, c'est très bien. Après, d'autres diront qu'il n'y a pas d'accélérateur spécifique cyber. Est-ce qu'il en faut vraiment un? Ça, de toute façon, c'est à vous, entre guillemets, de le dire et de le pousser. Mais en tous les cas, s'il y a une initiative, effectivement, ça sera toujours très intéressant. Parce que ces accélérateurs ont... voilà, effectivement, ce qu'il y a de plus intéressant pour un patron, c'est une commande. Ça, en tant que financeur ou investisseur, je pense qu'on est à peu près tous OK là-dessus. Effectivement, cette dimension accélération permet d'avoir un environnement à disposition pour l'entrepreneur, avec justement soit des menteurs, soit des experts sur cette analyse marché qui va si bien dans d'autres pays autour de nous. Donc effectivement, quand on va bien réussir dès le départ à matcher, à aller chercher des bonnes technos, mais vraiment, et ça je le répète, hein, cette année, la deep tech et la cyber, ça doit vraiment matcher ensemble, hein, pour faire des produits vraiment originaux. Et du coup, quand on se projette à l'international, on voit tout de suite la différenciation. Il y a eu des précédents, donc ça c'est très bien, et des précédents qui se sont fait racheter cette année, donc c'est très bien. Mais voilà, quand on aura cet environnement avec, que ce soit encadré ou pas encadré, mais en tous les cas, toutes les initiatives qui permettent à l'entrepreneur cyber de partager sa vision et de la challenger de façon neutre et non intéressée, je pense qu'on aura bien avancé. Bah merci, je trouve ça fait une belle conclusion. Pour arriver à faire ce géant, il va nous falloir 2 ambitions et des grands objectifs. Il va nous falloir de l'accompagnement et un écosystème. Et puis il va nous falloir des clients qui jouent le jeu. Donc merci aux intervenants. Ça conclut notre table ronde. On a gardé un peu de temps pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur des sujets qu'on a discutés ou des sujets plus propres à chacun des intervenants. On sera ravis de vous répondre. Le monsieur avec Monsieur, vous avez des réponses, moi je cherche la réponse aussi. Hein. Non, et aussi dans la salle, hein, votre avis là-dessus. C'est vrai. Est-ce qu'on est sur un marché uniquement français? Comment on transforme en fait le marché européen en notre marché cœur? Est-ce que vous, les RSSI, s'il y a des RSSI de banque, est-ce que vous achetez des solutions espagnoles pour de la cybersécurité? Est-ce que vous voyez des particularités? Ça a été dit, hein. Il y a des fois on n'a pas le choix parce que l'acheteur
le français, il n'y a pas la masse critique des US ou d'autres pays qui sont de véritables continents, quoi, en fait. C'est difficile à résoudre. C'est l'espace Schengen, peut-être inventer autre chose. De toute façon, c'est une décision politique. Il faut que la souveraineté soit européenne, dans un cercle européen. Il faut créer le marché. Ouais. La même dimension. Ça peut aussi passer par de la consolidation d'acteurs à l'échelle effectivement européenne, où effectivement un acteur français peut effectivement être véhicule consolidateur avec des entités étrangères, ce qui permet effectivement de répondre en partie à ça. Pour rebondir sur la question de la souveraineté, qui est effectivement souvent un point dur, enfin, ou de tension effectivement. Alors, tout n'est pas forcément souverain dans une entreprise. Alors effectivement, si vous cochez toutes les 15, bon bah ok, mais je pense que 100% des entreprises du secteur cyber ne sont pas concernées à chaque fois par 100% de souveraineté. Donc déjà, effectivement, quand c'est un sujet à la base de la société, il faut effectivement organiser son entreprise en conséquence. Et il y en a qui arrivent à bien le faire, c'est-à-dire qu'on isole quelque part ce sujet souveraineté. Alors, est-ce que ça passe par la création d'une BU? Enfin, je ne sais pas, peut-être pas forcément au départ, mais il faut prévoir ce coût, entre guillemets, à l'avance pour pouvoir que le jour où on a des investisseurs français, voire européens, voire même mondiaux, quand ils vont effectivement s'intéresser à cette entreprise, qu'on puisse effectivement articuler les investissements autour de ça. Ça, c'est pas la réponse à la question, mais en tous les cas, c'est un point quand même à prendre vraiment en compte. Et effectivement, on l'a vu avec quelques initiatives qui avaient pu se mettre en place. Bon, elles n'ont pas abouti pour l'instant, mais si les acteurs grossissent, si les acteurs français effectivement se renforcent, ce rachat effectivement d'entités étrangères permettrait effectivement de répondre aussi à ça. C'est une piste, c'est effectivement pas l'espace commun rêvé par tous, mais bon, en tous les cas, c'est au moins une piste. Je pense qu'on a le temps pour une petite dernière question ou un petit dernier sujet. Moi, je peux répondre sur le volet entrepreneuriat. Il y a des fonds d'investissement qui sont en effet très tagués. InQtel, financé par la CIA aux États-Unis. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui de Huawei en Chine. Donc il y a des... Et maintenant, on aura notre fonds d'investissement cyber français qui fera très peur à tous les voisins européens. Donc il y a des fonds qui sont extrêmement tagués pays, étatique, et donc là où si on accepte 1 euro de capital, mais on le sait. C'est pas en mode espionnage, c'est... voilà, c'est déclaré, c'est pas secret. Maintenant, est-ce que les fonds généralistes, pas du tout affiliés à une entité gouvernementale, font ce type d'espionnage, ingérence, contrôle? Est-ce que tu espionnes tes participations pour le compte de quelqu'un? En général, les fonds généralistes, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand on regarde la plupart il y a beaucoup de startups françaises qui veulent scaler à l'international. En général, pour reprendre le sujet sur la souveraineté en crochet, elles vont pas en Espagne, en Allemagne, etc. directement, parce qu'en effet, c'est assez fragmenté, et elles vont directement aux US, un marché qui est beaucoup plus mature, accessible, et où ils sont un peu plus habitués à prendre des solutions internationales. Et elles lèvent, par conséquent, souvent avec des fonds américains. Donc si je pense à quelques startups, VadSecure qui est élevé avec General Catalyst 70 millions, si je pense à Screen qui est élevé avec Greylock 14 millions, c'est que des startups qui lèvent avec des fonds américains généralistes et qui font pas d'ingérence. Ça reste des fonds très financiers et donc ces problématiques sont pas forcément soulevées. Eh ben merci à tous, on est tout pile à l'heure pour aller voir la plénière, et sinon nous on restera dans le coin si vous voulez poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.